Bonjour Sarah Cheriti, Bonjour Yasmina Jaffar. vous êtes avocate au barreau de Lyon. Oui, tout à fait. Donc quel est votre domaine d'activité? Et ensuite, on parlera de violences faites aux femmes dans le cadre du travail. Mais avant ça, j'aimerais vous écouter un petit peu sur votre activité. Alors moi je suis avocate au barreau de Lyon, même si j'exerce à travers tout le territoire national, dans le domaine du droit du travail, au service d'employeurs, d'administrations, d'établissements publics qui sont amenés parfois à lutter contre ce phénomène de violence au travail. Donc c'est quelque chose, un sujet que je connais très bien. Le nom du cabinet? Aguera Avocat. Très bien, donc vous n'êtes pas là par hasard. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va parler de violences faites aux femmes dans le cadre du travail. C'est un sujet très important. On a besoin de savoir quels sont les moyens, les recours que les salariés, femmes ou hommes, peuvent obtenir. Donc ensemble, on va parler de ça. Donc quels sont les acteurs principaux dans la lutte des violences faites aux femmes? Alors les acteurs principaux, ils se situent d'abord à un niveau étatique. On a à travers le monde quand même un État sur trois qui aujourd'hui n'a pas de mécanisme de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment dans le domaine du travail. Il se situe donc à ce niveau étatique et on a une déclinaison d'une politique de lutte, de prévention, de lutte et d'éradication des violences faites aux femmes qui passe notamment par l'Organisation internationale du travail qui a établi une convention au mois de juin 2019 qui a été de lutte contre le harcèlement et les violences au travail qui a été ratifiée par la France le 8 novembre dernier. Donc c'est d'abord à un niveau étatique, supranational puis étatique que ça se joue. Très bien. Et qu'en est-il de la France à l'intérieur de ce pays? On en parle beaucoup, c'est un sujet très important. Qu'en est-il des actions faites ici? Alors la France, donc, qui s'inscrit dans ce phénomène mondial de lutte contre les violences faites aux femmes et qui, en France, a un arsenal juridique qui est particulier à travers les différents codes du travail, code pénal notamment, qui permettent d'actionner des moyens d'action contre les auteurs de violences en ayant la possibilité d'exercer des actions par devant notamment les tribunaux correctionnels et les conseils de prud'homme. Alors en France, on a un phénomène de violence qui existe malheureusement dans le monde du travail. Alors la violence, elle concerne effectivement principalement les femmes, mais elle peut aussi concerner les hommes. C'est pour ça que je disais par le biais, effectivement, salariés ou femmes. Et S selon qu'on est adepte de l'écriture inclusive ou pas. Donc ça peut concerner les hommes, notamment par le biais du harcèlement moral ou des violences physiques, tout simplement. Et il y a un autre phénomène, c'est que on a tendance à considérer que ces violences, ce harcèlement se pratique de manière verticale, alors qu'il est principalement le fait de relations horizontales, c'est-à-dire de salariés entre eux ou de salariés les uns contre les autres. Donc on a en France un phénomène de lutte qui existe et qui a été notamment accentué par la libération de la parole et par le biais d'une mobilisation au sein des différentes branches du travail, du monde du travail, et puis par le biais de mouvements que tout le monde connaît, MeToo, Balance ton port, et on a par exemple un mouvement qui est spécifique au monde de l'industrie de la musique, qui s'apparente au mouvement MeToo, c'est MusicToo. Donc voilà, qui permet aux salariés victimes de violences au travail de pouvoir le dénoncer dans le but d'une action. Quels sont les outils juridiques en matière de lutte justement contre les violences? Alors la France a mis en place un arsenal juridique qui permet de lutter contre les violences faites aux femmes, et c'est très important parce qu'on a des statistiques qui effectivement ont tendance à être de plus en plus précises. On a des chiffres qui nous remontent. 31% par exemple des femmes qui travaillent dans le secteur musical se disent avoir été victimes de harcèlement sexuel, donc c'est un chiffre qui est quand même assez important. Avec 70% des victimes de violences au travail qui déclarent n'en avoir jamais parlé à leur employeur. Et elles n'en parlent pas à leur employeur parce qu'elles se disent souvent que c'est pas l'affaire de l'employeur et que c'est une affaire entre salariés et que l'employeur ne pourra rien faire. Ce qui est une erreur parce que au-delà des dépôts de plainte qui peuvent exister, la plainte elle doit se faire prioritairement auprès de l'employeur. Parce que l'employeur il a des mécanismes de lutte internes et il peut actionner les outils qui lui sont offerts par les codes du travail et code pénal. Par exemple, on a les qualifications juridiques de harcèlement moral sont des agissements répétés qui ont pour effet ou pour objet de porter atteinte à la dignité du salarié
et de porter atteinte à sa santé, à sa sécurité. Ce sont des faits qui peuvent parfois être très graves et qui doivent mobiliser les employeurs. Vous avez les faits de harcèlement sexuel, vous avez la possibilité de dénoncer ces faits-là. Alors le harcèlement sexuel sont des agissements répétés de nature sexuelle, et vous avez des faits qui sont assimilés à du harcèlement sexuel lorsqu'ils ne sont pas répétés, c'est-à-dire qu'un seul fait qui est exercé par un salarié dans le but d'obtenir une faveur de nature sexuelle à l'encontre d'un autre salarié, même s'il est unique, peut faire l'objet d'une sanction. Et une sanction qui sera, d'un point de vue prud'homal, je vous l'expliquerai après dans le cadre des sanctions qui peuvent être mises en œuvre, et d'un point de vue pénal, avec une action devant les juridictions répressives. Vous avez d'autres infractions civiles, comme les agissements sexistes, c'est le fait de parler du genre d'une personne, d'imposer des agissements qui sont liés au sexe. Vous avez également les outrages sexistes, qui eux sont réprimés par le code pénal, et qui sont le fait d'imposer à une personne tout propos ou un comportement de nature sexuelle ou sexiste. Et c'est très important, il y a une évolution de l'arsenal juridique, c'est-à-dire qu'avant on n'était plus sur la définition de nature sexuelle, les agissements de nature sexuelle, et là on ouvre aux agissements sexistes, c'est-à-dire les agissements qui sont liés au genre. Donc c'est parce qu'une personne est une femme qu'on va s'adresser à elle de cette manière-là, ou qu'elle est d'un autre genre, donc on va lui imposer des actes, des propos, etc. Et c'est là vraiment une ouverture qui permettra de combattre plus efficacement encore les comportements violents. Et les agissements sexistes, c'est vraiment un outil, une définition juridique donc, qui est contenue dans le Code du travail, qui doit être absolument utilisée par les employeurs dans le cadre de cette violence faite aux salariés. Donc ça va dans le bon sens, ça évolue dans le bon sens. Ah oui, ça évolue dans le bon sens, et vraiment on a une mobilisation et des partenaires sociaux et des entreprises dans le cadre de cette violence. Quelles sont justement les positions des entreprises par rapport à ces actions, et qu'elles font concrètement pour s'engager? Alors les entreprises, je se montrer aussi responsable que la justice. Exactement. Et l'employeur, il se comporte quand d'ailleurs il est alerté par un salarié, par un membre de la représentation du personnel, par le comité d'établissement, par le médecin du travail, si jamais il a autorisation d'en parler par le salarié. L'employeur, il va se comporter un petit peu d'abord comme un enquêteur, et ensuite comme un juge. Comme un enquêteur, pourquoi? Parce que d'abord les employeurs au niveau collectif, au niveau des branches, il y a un accord interprofessionnel qui a été conclu, intitulé Harcèlement et violence au travail, de mars 2010. Vous voyez, donc déjà il y a quand même ces outils-là qui commencent à s'inscrire dans la durée, et qui définissent donc les violences liées au travail, et qui vont du manque de respect à l'agression verbale, puis à l'agression physique. Donc on a un panel, vraiment les employeurs, leur volonté c'est d'exclure tout type de violence sur le lieu de travail. Et vous avez par exemple un guide repère qui a été fait à destination des entreprises pour les aider à aller au-delà, parce que vraiment l'entreprise ça doit être un sanctuaire où le salarié doit pouvoir exercer ses fonctions de manière dans la sécurité la plus absolue. Et non seulement on a des mécanismes de lutte contre les violences qui sont faites sur le lieu de travail, mais on a aussi des mécanismes qui permettent de protéger les salariés qui sont victimes de violences conjugales. Et ce guide repère, justement, est un outil qui permet aux employeurs de déceler rapidement et efficacement des signes chez les salariés qui permettraient de déceler des violences conjugales. Et ensuite, on a tous des mécanismes qui permettent de lutter, prise de congé, accompagnement dans les changements, mobilité professionnelle, déménagement, etc. Donc vraiment, l'employeur est un acteur qui permet de lutter, et il a aussi, il faut le dire, donc une obligation de prévention qui lui impose d'agir en amont, et une obligation de sécurité qui lui impose d'assurer la santé et la sécurité des salariés au travail. Donc il a effectivement une démarche proactive parce qu'il s'inscrit dans le cadre du bien-être du salarié, mais il a aussi une obligation légale qui fait qu'il doit le faire, parce que même en l'absence de comportement fautif de sa part, sa responsabilité peut être engagée, notamment devant les juridictions de sécurité sociale quand les salariés sont amenés après à déclarer des accidents du travail en cas de violence, harcèlement moral qui conduit à une maladie professionnelle, état dépressif, burn-out, ou des violences physiques. Donc qui sont faites sur le lieu et pendant le temps de travail, qui peuvent être qualifiées d'accident du travail, ce qui a pour finalité, si une action est exercée par le salarié, d'engager la faute inexcusable de l'employeur et une indemnisation par ce biais-là. Donc l'employeur, il agit de ce fait-là, et il agit de
de manière un petit peu plus précise par la mise en place d'actions qui sont plus concrètes. Lesquelles ? Alors ces actions concrètes, ça va être quoi? Ça va être de sensibiliser et de former ses salariés, notamment l'encadrement, le personnel d'encadrement. Donc sensibiliser, former par... il peut demander, solliciter l'intervention d'associations, par exemple, qui sont spécialisées dans ce type d'intervention et de formation, avec l'établissement de kits de communication, etc. Et vraiment apprendre au cadre à déceler les violences et les souffrances qui peuvent être celles de salariés victimes de violences. Il a aussi une obligation qui est de mettre en place un référent harcèlement qui va être là pour recueillir les plaintes des salariés dans le cadre de l'anonymat et qui pourra déclencher les actions c'est courant les si référents nécessaire. harcèlement dans les sociétés ? C'est une obligation dans les entreprises qui sont dotées d'un comité d'entreprise. D'accord. Un comité social, alors ce qu'on appelle le CSE, donc le comité d'entreprise, ça c'est une obligation pour les employeurs. Okay. Et puis vous avez alors le mécanisme le plus pratique et le plus efficace, ce sera celui de l'enquête. À partir du moment où un employeur est informé de faits de violence, de faits de harcèlement moral, de faits de harcèlement sexuel, il doit automatiquement mobiliser alors les représentants du personnel, le médecin du travail, la CARSAT par exemple, des organismes extérieurs qui sont impliqués dans la préservation de la santé et la sécurité des salariés. Et, une fois qu'on a mis en place cette enquête, qu'on est allé voir, identifier, alors d'abord caractériser les faits, identifier les responsables, on va effectivement mettre en place des procès-verbaux qui vont pouvoir, eux, permettre de passer à l'étape d'après, qui est l'étape, quand on a la prévention, parfois ça ne suffit pas, après il faut passer à l'étape de la sanction, pour protéger le salarié. Quand un salarié est en contact avec un autre salarié violent, l'employeur doit prendre les mesures. La Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en France, impose en quelque sorte à l'employeur de prendre les mesures qui sont nécessaires. Et ça va consister en quoi? Sur la base de ces procès-verbaux, sur la base de ces enquêtes, en fonction de la nature de la faute, de sa gravité, de prendre une échelle de sanctions qui va de l'avertissement au licenciement pour faute grave. Donc ça conduit à l'éviction, purement et simplement, de la personne auteur des violences. Les fautes graves, ce qui insinue qu'il n'y a pas d'indemnisation. Exactement, la faute grave qui implique le fait que le salarié n'a pas d'indemnisation. Je peux vous dire, pour assister les entreprises quotidiennement, que le nécessaire est fait. Sur ce terrain-là. D'un point de vue comme ça, d'avocate, je pose la question à l'avocate, mais aussi à la femme que vous êtes, il y a une libération de la parole dans les entreprises suite au mouvement MeToo, etc., qui est plus importante aujourd'hui qu'avant, ou est-ce que la parole s'est faite de toute façon? Alors on voit que sur les dépôts de plainte, il y a plus de dépôts de plainte concernant les violences faites au travail, 27% contre les dépôts de plainte environ, parce que les chiffres bougent, contre les violences qui sont faites en dehors du lieu de travail. Il y a effectivement des salariés qui sont plus enclins à parler, mais on s'aperçoit que ça reste quand même assez difficile. Ça reste quand même assez difficile, cette libération de la parole, parce que il y a d'un point de vue économique, c'est une explication. Il y a des conséquences. Et effectivement, c'est une explication qui est majeure. Très bien. On en sait vraiment beaucoup plus grâce à vous sur un sujet important, avec des outils qui peuvent aider chacun des salariés. Donc on vous remercie beaucoup et à très bientôt. Avec plaisir. Merci Yasmina Jaffa.